qu'il y a d'autres questions? Oui, je crois. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de 2 études publiées dans le English Journal of Medicine avec l'arrivée de 2 médicaments. Est-ce qu'on peut savoir quels sont-ils et qui peut être éligible à ce traitement? Alors, ces 2 médicaments qui sont maintenant commercialisés, il y en a un qui s'appelle le Sutinte, qui est un médicament par voie orale et dont l'indication ce sont les tumeurs neuroendocrines d'origine pancréatique qui sont évolutives. Alors à nous de voir si c'est le bon moment de le donner, si on le donne en première intention, en troisième intention, etc. Mais l'indication c'est ça. Le deuxième médicament, le nom scientifique c'est l'Everolimus, mais son nom de commerce c'est l'Afinitor, qui est un médicament qui était déjà commercialisé juste quelques années avant pour des tumeurs du rein, et qui lui a la même indication, les tumeurs neuroendocrines d'origine pancréatique évolutive, mais pour lequel en plus il y a une autre étude qui n'a pas permis de déboucher sur une autorisation de mise sur le marché, mais qui, sur le plan médical, a montré quand même une efficacité de cette molécule, mais bon, pour des raisons scientifico-légales, commerciales, n'a pas encore l'indication, dans le domaine des tumeurs neuroendocrines d'origine intestinale. Ce médicament est aussi pour l'instant réévalué dans cette indication, mais nous, en RCP, on peut être amené à le prescrire en expliquant bien que ça n'a pas l'AMM, mais que compte tenu des données scientifiques, c'est tout à fait possible de le prescrire, en tout cas que c'est logique. Il est réévalué dans le cadre des tumeurs intestinales, il est évalué aussi dans le cadre des tumeurs bronchiques. Voilà, donc c'est un médicament qui prend de plus en plus de place. Et puis il y a des nouvelles classes, il y a on va dire un médicament qui lui ressemble mais qui bloque encore un petit peu plus de choses, qui fait partie des évaluations là qui vont s'ouvrir aussi. Si vous permettez, tant que j'y pense, je voudrais vous donner quelques informations. En même temps, ça vous donnera le temps de réfléchir à vos nouvelles questions. Puis j'aurais aussi une question à poser. Alors, je voulais vous signaler plusieurs choses. D'abord, vous avez parlé des tumeurs neuroendocrines d'origine génétique. Bon, dans l'ensemble, nos adhérents, je crois les connaître assez bien, ne souffrent pas de ce type de pathologie. Mais je voudrais signaler quand même, à toutes fins utiles, qu'il existe une association avec laquelle d'ailleurs nous travaillons régulièrement en parallèle et qui demain, du reste, sera présente à Paris avec la PTED à la réunion du 10 novembre. Et il s'agit de l'AFNEM. Donc c'est pour les NEM dont vous avez parlé, NEM 1, NEM 2 et NEM 3 aussi je crois. Non, NEM 2, 1 et 2, voilà. Je ne vais pas rajouter, ça suffira. Donc l'AFNEM que vous pouvez trouver sur Internet sans aucun problème. Si vous avez des gens concernés autour de vous, on ne sait jamais. Bien. La deuxième information que je voudrais vous donner, c'est que cette partie de la réunion là que nous avons là depuis 10h30 a été filmée, enfin peut-être vous en êtes aperçu, même si c'est dans votre dos. On était mis d'accord avec Laurent pour que vous soyez filmé de dos. Je vous rappelle votre droit à l'image. Bon, c'est vrai que nous faisons aussi quelques photos. S'il y a des gens que cela dérange, parce que ensuite nous allons mettre ça aussi sur notre site, donc toujours à peut-être.fr. Vous nous le dites et on fera en sorte que vous n'apparaissiez pas. D'accord, parce qu'on ne veut gêner personne et ne pas non plus avoir de retour désagréable. Voilà. Je voudrais donner une troisième information qui concerne le Sutinte. Pas une information médicale, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas mon domaine, mais sachez qu'il y a un livret qui a été réalisé, qui est disponible, que la PTED peut vous fournir. Je n'ai pas apporté aujourd'hui parce que je ne connaissais, mais peut-être je me trompe parmi ceux qui sont présents, personne qui soit soigné avec le Sutinte. Mais si, encore une fois,
vous en connaissez, et puis ils l'entendront aussi s'ils regardent la vidéo sur le site, ils l'entendront, ceux qui sont traités par ça. Nous avons des livrets, nous avons quelques livrets disponibles sur le Suttint. Voilà. Ça, c'était les informations. Après, si vous permettez, Jacques, avant de vous donner la parole, je voudrais revenir vers vous, docteur Dierix, parce que je suis un peu perturbé. J'attendais depuis très longtemps, vous le savez, parce qu'on en a parlé très souvent, ce traitement que je croyais être un traitement au lutécium, comme on a pu l'avoir. Bon, pour ma part, je l'ai eu à Innsbruck, hein, et d'autres parmi nous l'ont eu à Innsbruck et même à Bâle, deux fois. Je voudrais savoir quand même un peu plus de choses sur la procédure. Par exemple, comment, puisqu'il y aura 2 groupes, j'ai bien compris que c'était une étude, comment ces 2 groupes seront constitués, parce qu'il m'a semblé que c'était quand même un peu inégal comme traitement. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu, mais peut-être j'ai tort. Ensuite, cette étude, sur combien de temps est-elle prévue, sur combien de malades, et donc quels sont les critères d'inclusion ou éventuellement d'exclusion. Par exemple, quelqu'un qui aurait déjà été traité, pourra-t-il être traité à nouveau ici, une deuxième fois? Ça ne m'a pas paru très, très évident, si j'ai bien compris. Bon, également une autre question, par rapport au traitement avec le bismuth 213 d'octatote, quand aura-t-il lieu en France et quand à Toulouse? Voilà, je crois que j'ai à peu près posé toutes mes questions. Ça fait beaucoup de questions. En ce qui concerne l'étude, il y a 2 groupes de patients, ceux qui sont traités avec haute dose d'analogue de somatostatine, et l'autre bras, ils sont traités donc avec lutécium d'Odatoc et des doses basses d'analogue de somatostatine. Ça reste à prouver. C'est pour ça que c'est une étude aussi. Quel traitement sera le plus efficace? Évidemment, moi je penche pour l'irradiation métabolique, mais c'est pour ça qu'on fait cette étude, parce que avec les analogues de somatostatine froide, avec une étude qui s'appelle PROMIT, il a aussi été démontré un petit effet stabilisateur. Et maintenant, on donne donc, c'est la différence, on donne une haute dose d'analogue de somatostatine froide. Donc, ça vous paraît inégal peut-être, mais ça reste à prouver. Je sous-attends en fait une autre question, et c'est qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont dans le bras avec les analogues de somatostatine froide qui progressent. Malheureusement, la méthodologie de cette étude fait qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de crossover. Donc, ces patients ne peuvent pas être sortis de l'étude et quand même bénéficier de lutécium d'Odatoc ici à Toulouse. Mais pour ces patients, il reste la possibilité de ces 3 filières qu'on a établies. Donc, c'est de nouveau un peu plus compliqué, mais la possibilité d'irradiation métabolique avec le traceur lutécium ou yttrium d'Odatoc reste aussi pour tous les patients qui n'entrent pas dans les critères d'inclusion et exclusion de cette étude. Donc, en ce qui concerne la durée de l'étude, c'est une étude sur 2 ans. Et il a été proposé d'inclure 250 patients, mais vous avez vu, 25 centres Europe, 13 centres dans les États-Unis. Donc j'estime qu'il y aura peut-être 2, maximum 5 patients par an qui pourront être inclus dans cette étude. Il y a au moins 25 critères d'inclusion et d'exclusion, mais une des critères d'exclusion, c'est qu'un patient ne peut pas être précédemment traité par un autre traceur via irradiation métabolique. Donc ces patients-là ne pourront pas être inclus dans cette étude. Le grand avantage de cette étude industrielle est quand même que maintenant, ce traceur lutécium d'Odatoc a l'autorisation de l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire, et ça ouvre la porte pour d'autres études ou pour avoir plus facilement accès à ce traceur. En premier temps, dans le cadre d'études, mais il y a une autre étude que le professeur Guimbaud a aussi montrée, qui est une étude française, où on veut justement
comparé pour des patients avec des tumeurs non endocrines d'origine pancréatique, où on veut comparer le Sutent et un traitement par lutéisme d'Odatok. Et maintenant que cette étude-là, donc cette étude française, serait financée par l'INCA. Et donc maintenant que cette autorisation a été obtenue, ça c'est déjà une autre étude qui pourrait commencer peut-être quelque part cette année. Et vu que l'autorisation a été obtenue, maintenant on commence à réfléchir à d'autres études en premier lieu pour qu'on a plus facilement accès à ce type de traitement et ce traceur. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, parce que vous avez même répondu à ma question suivante déjà par avance, alors merci. Là, je crois que j'avais une question. Ah, oui, là. Oui, je voulais juste pour revenir par rapport à la maladie de Biomer, est-ce qu'il y a un traitement spécifique par rapport à ces... Non. Parce que je suis causé par des petites diarrhées par moment. Alors, il n'y a pas de traitement de fond de la maladie de Biermer parce qu'on ne peut pas empêcher ce processus auto-immun. En revanche, il y a des traitements de supplémentation puisque le fait qu'il y ait cette muqueuse atrophique, c'est-à-dire un peu tassée, fait qu'on absorbe mal certaines vitamines et qu'à ce moment-là, il faut avoir une supplémentation. Et ensuite, il y a des traitements symptomatiques. On a mal, voilà, si on a mal, ça fait pas mal, mais on prend des antalgiques, purement des traitements symptomatiques. Mais en termes de traitement de fond, à ma connaissance, il n'y en a pas. Après, la maladie de Biermer en tant que telle est une maladie, gastro-entérologique, et donc c'est là où il faut la composante du gastro-entérologue dans la RCP pour répondre à fond à toute la question. Donc moi je ne serais pas capable d'aller jusqu'au bout de la réponse concernant la maladie de Biermer. C'est pour ça que j'aime bien parler des dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire. Suivi par le docteur Christel. Le docteur Christel. Oui. Vous connaissez d'ailleurs. Parfaitement, oui. Et vous avez dû voir mon dossier. Tout à fait. D'autres questions? Si vous permettez, moi je vais en poser une. Ah, il y en a une. Oh. Je n'avais pas vu. Qui? Là. Pardon. Merci. Pardon. Bonjour à tout le monde. Je me présente à César Camaroto. Je suis un jeune adhérent, puisque c'est la première fois que j'assiste à ce genre de réunion. J'ai été opéré de l'intestin grêle ce printemps à la clinique de l'Union, Saint-Jean-de-l'Union. Et j'ai par la suite rencontré le docteur Dierix et très prochainement Madame Gembo. Donc j'ai vécu cet été 4 injections de somatuline. Ça a été un peu difficile. Parfois très difficile, comme dit mon épouse. Et je voudrais savoir, comment dirais-je, si cette somatuline a pour but de stabiliser, éventuellement, de faire progresser, je ne sais pas, parce que mon corps réagit peut-être différemment, hein, ou bien de faire progresser, c'est les constats qui ont été faits à travers les IRM et tout ça. Hein. Pourriez-vous. Et derrière cela, est-ce qu'à la limite, suite à cette injection tous les 14 jours, avec des aiguilles roses qui sont grosses, hein, bien, j'aimerais savoir s'il n'y a pas une alimentation particulière que je pourrais utiliser en quelque sorte. Voilà. Alors, merci. Je vous en prie. La somatuline est donc un des 2 produits qu'on appelle les analogues froids de la somatostatine. L'indication première de ces produits, c'est de contrôler le syndrome hormonal. Donc ça, ils sont des traitements extrêmement efficaces pour les personnes qui ont un syndrome hormonal, c'est-à-dire ces sécrétions, ces bouffées de chaleur, ces diarrhées, etc. Et en général, les petits inconvénients, mais on reviendra à vous de cette injection, sont complètement effacés par l'amélioration majeure et le confort qu'apporte le contrôle de ces symptômes. Donc la première indication, c'est ça.
Mais néanmoins, de façon récente, on a pu démontrer que ces produits avaient manifestement aussi, en dehors de leur capacité à maîtriser ce syndrome sécrétoire, probablement une capacité à faciliter le maintien d'une stabilité de la maladie et les gens qui étaient sous analogue de la somatostatine, présentant une tumeur d'origine intestinale avec un certain nombre de critères, hein, ce n'est pas toutes les tumeurs neuroendocrines. Cette étude a comporté un sous-groupe particulier, mais il y avait moins de tendance à progression que chez les gens qui étaient traités. Donc maintenant on le donne aussi à visée anti-tumorale dans certains cas très précis, et même donc chez des gens qui n'ont pas de syndrome hormonaux. Alors là, effectivement, si on a des effets secondaires de ce traitement, on les ressent un petit peu plus, puisqu'on n'en a pas le bénéfice visible, on les ressent un petit peu plus. En général, mais vous connaissez bien mieux la situation que moi, ces traitements sont quand même bien tolérés, en général. Souvent, ce qui est difficile, c'est effectivement, ce sont des grosses aiguilles. Pourquoi? Parce que c'est du produit qui est visqueux pour qu'il tienne longtemps, pour pas qu'on ait à faire des injections, parce que la forme habituelle, autrement, c'est une injection sous-cutanée 2 à 3 fois par jour. Donc là, il y a eu des formes à durée prolongées, à libération prolongée qui se sont développées, mais du coup, c'est un produit qui est plus visqueux, donc les aiguilles sont grosses. Donc déjà, il faut mettre un patch, il faut pas avoir... voilà, donc il faut se mettre le patch pour anesthésique. Ensuite, il faut que l'infirmière connaisse bien les procédures d'injection, parce que ça s'injecte pas comme n'importe quel autre produit, donc il faut qu'elle lise bien, faire attention et qu'elle soit pas pressée, en regardant son chronomètre pour repartir à toute allure. Et ensuite, il y a des formes qui se font non pas toutes les 2 semaines, mais toutes les 4 semaines. Et parfois, autant avoir les inconvénients toutes les 4 semaines plutôt que toutes les 2 semaines. Donc peut-être qu'il faut aussi adapter le traitement. En général, c'est quand même malgré tout votre expérience en est une, et évidemment, elle n'est pas négligeable, mais quand même. En général, c'est plutôt bien supporté. Mais les 2-3 jours après, oui, souvent on décrit quand même des problèmes. J'évoque mon cas, je ne connais que celui-là, en fin de compte. Mais je peux vous dire une chose qui est très, que j'ai trouvé très sensible, c'est que à la 3e injection, et après 3 ou 4 jours de l'injection, je me vidais complètement. Complètement. J'avais mes jambes qui, en termes régional, qui flageolait, hein, mais j'étais vide, aussi bien en estomac que de l'intestin. Je n'avais plus rien, je ne conservais plus rien. Ouais, mais je crois que c'est pour évoquer. Non, mais c'est important parce que la qualité de vie, c'est évidemment important. Donc je crois que dans ces cas-là, il faut que nous, sur le plan médical, d'abord être sûr que l'administration est faite correctement. Ensuite, bien évaluer l'intérêt du traitement, parce que c'est comme pour la chirurgie. En médecine, d'une façon générale, c'est la balance des bénéfices et des risques. Si le bénéfice est escompté, finalement, on n'est pas dans l'indication, s'il n'y a pas de syndrome hormonal, qu'on est dans une indication de stabilisation, mais que finalement, ça ne correspond pas aux critères vraiment de l'étude qui a démontré qu'on est déjà un petit peu à la marge et qu'en plus, ça induit des effets secondaires, il ne faut peut-être pas poursuivre. Donc, oui, je pense que ce traitement qui est réputé, mais pour nous, c'est toujours facile, hein, qui est réputé très bien toléré, donne des effets secondaires, et c'est important de le savoir. Et peut-être que d'ailleurs, il faudrait qu'on réévalue, en dehors des études qui ont été faites pour montrer l'efficacité, qu'on réévalue la qualité de vie liée aux injections. Hein. C'est peut-être ce qu'il faudrait qu'on fasse. Parce que j'ai le micro, je regarde encore pour 2 questions. La première est la suivante. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un suivi fréquent, c'est-à-dire des analyses fréquentes après ce traitement en quelque sorte? Pas spécifiquement. Après, bon, chaque individu est différent, mais globalement, le traitement n'implique pas de faire un suivi particulier. Très bien. Et la dernière question, puis après je céderai le micro. Dites-moi, bientôt, on sent que la grippe arrive. Peut-on se faire vacciner contre... Il faut qu'on se fasse tous vacciner. Moi, je suis pour les vaccins. Parfait. Très bien, merci. Merci beaucoup.
Oui, moi je voudrais apporter un témoignage sur la somatuline ou somastatine, c'est pareil. Hein. Moi je supporte très bien, c'est du 60, donc une dose déjà. C'est vrai que les infirmières ou les infirmiers, moi j'ai les deux qui se succèdent, parce que c'est un cabinet, ne prennent pas assez le temps, comme vous disiez, d'injecter. Enfin, moi, je mets le patch parce que. Mais moi, j'ai aucun problème. Au contraire, j'ai beaucoup d'effets bénéfiques quand j'avais ces flushs. C'est énorme. Quand je veux dire, ça régule les effets nocifs de la maladie. Alors, une chose plus générale, je saute du coq à l'âne là, aucun toubib généraliste n'est au courant de ce que nous avons. Alors, c'est un problème important. Moi, je viens de faire une arythmie cardiaque. Bon, on m'a amené à Pasteur. Enfin, on m'a amené, non, je suis allé à Pasteur. Je dis on m'a amené parce que c'est ma femme qui m'amène quand ça va pas. Et donc, j'ai vu le docteur Charançon, que je connais bien parce qu'il est président de la Ligue de foot. Et donc, comme je m'occupe de sport, je le connais bien. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, tout ça. Bon, je lui ai dit ce que j'avais. Mais lui a ouvert des yeux comme ça, il m'a dit je ne connais pas. Donc imaginez-vous les généralistes, c'est pareil. Alors ma question est, et elle rejoint un peu celle du monsieur, c'est que on n'a aucun suivi à part les visites que nous avons avec cet excellent docteur Dierix. Et vous, quand on vous voit. Donc, moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire là. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de l'association ou au niveau de votre profession, hein, mais il faudrait quand même que ces gens-là, toubib généraliste, moi j'ai un toubib depuis 30 ans, bon, il reçoit mais bon, ils n'ont peut-être pas le temps, ou pas l'envie, ou pas de s'occuper de quelque chose qui est très, très spécifique et finalement assez rare. Donc je crois que ça c'est un problème important et qui doit toucher tous les patients qui ont cette maladie-là. Moi, je voudrais justement à ce propos te répondre, parce que Alain et moi sommes allés récemment à une réunion. Bon, je ne donnerai pas de nom pour n'incriminer personne, mais à la suite de cette réunion, j'ai donc pris ma plus belle plume et j'ai envoyé, j'ai envoyé un mail par internet. J'ai pas sorti ma plume, mais à quelqu'un qui s'occupe justement des professionnels de santé. Je suis au regret de dire que je n'ai même pas eu un mot de retour, même pour dire madame je ne pourrai pas venir ou n'importe quoi, mais un mot de retour, absolument rien. Je peux vous dire en revanche que quand j'envoie un mail à madame Gabo, que j'en envoie au docteur Dierix, je tâcherai de vous en envoyer aussi pour que vous ne soyez pas jaloux, professeur. J'ai pratiqué quelquefois dans la demi-heure qui suit, j'ai une réponse. Alors c'est vrai que je suis comme toi, je ne vis pas toujours trop bien, et puis là, je veux dire, c'était pas à titre personnel, je voulais justement qu'on essaie d'élargir notre audience, parce que moi je suis quand même une des anciennes de la maladie, il va y avoir 12 ans qu'on a découvert mes TNE, et c'est vrai que c'est moi qui ai expliqué, par exemple, mon médecin généraliste, il est parfait, je le trouve très bien, mais lorsque je lui ai dit que j'allais subir une radiothérapie métabolique, il a ouvert des grands yeux, il m'a dit je ne sais pas ce que c'est moi lui expliquer. Bon après, moi je trouve qu'on ne peut pas trop leur en vouloir parce que nous avons une maladie rare, donc et des maladies rares il y en a bien d'autres que la nôtre, donc ils ne peuvent pas toujours tout savoir, mais c'est vrai que je trouve un peu dommage, et vous savez, vous me connaissez la plupart d'entre vous, j'ai pas la langue de bois, donc quitte à être un peu désagréable, je dois dire que je suis un peu déçu de ne même pas avoir eu un mot de réponse. Voilà. Ça correspond exactement à ce que tu dis. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble et qu'on travaille. Manifestement, les sites, enfin, ça peut être, on pourrait mettre des informations sur le site. Moi, je m'occupe par ailleurs, et je suis, comme tout le monde, partie prenante du réseau régional de cancérologie qui s'appelle Oncomip. Et je pense qu'il faut qu'on voit comment on peut faire des liens déjà entre nos sites, apporter un certain nombre d'informations qui seront déjà toutes faites pour que les généralistes puissent s'en emparer ou qu'on leur dise d'aller regarder à ce niveau-là. Mais
Oui, c'est difficile, c'est une piste difficile. Comment les généralistes peuvent s'informer des syndromes rares, sachant qu'ils n'ont pas besoin de s'informer de tous les syndromes rares, parce que dans leur patientèle, tout le monde n'a pas un syndrome rare. Mais il faudrait qu'on puisse quand même leur délivrer une information déjà toute faite de base. Et peut-être qu'il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Voilà.